Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui l'équipe au complet. Parce qu'on a eu quelques petits soucis pour arriver, n'est-ce pas, Arnaud Benedetti? Tout à fait, je confirme. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, et vous avez publié Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, et vous venez de publier un livre qui s'intitule Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, avec un point d'interrogation, je précise. Voilà, toujours aux éditions... Non, Michel Lafon. Aux éditions Michel Lafon, absolument. Mathieu Bachelon, communicant, président de M2B Conseil. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et vous êtes également éditorialiste politique sur Sud Radio tous les jeudis matins. Et Poulain sans réserve, c'est le vendredi à midi. Avant de... Bon, on va parler du débat de ce soir à Tal Bardella. On va parler du nouveau tour de vis de l'assurance chômage. Enfin, de beaucoup de sujets, mais avant de continuer vos coups de cœur et vos coups de gueule, moi je vous ai donné mon coup de gueule, d'étonnement sur ce scoop du Parisien qui a eu accès aux écoutes de la police qui a... La cellule de Mohamed Amra, donc celui qui est surnommé la mouche, qui est l'évadé du fourgon, sa cellule était sonorisée, donc on ne peut pas, c'est ce qu'on disait, écouter 24 heures sur 24 des détenus, mais on se rend compte que celui qu'on nous avait présenté comme un petit caïd, en fait, était spécialiste d'extorsion, d'enlèvement, de séquestration avec demande de rançon, et que depuis sa cellule, il dirigeait des opérations par téléphone. Il avait un iPhone dernier cri, plusieurs cartes SIM, la chicha pour fumer le soir, et un des extraits de l'article qui est sidérant, je vous encourage vraiment à acheter le Parisien aujourd'hui, il est dans plusieurs conversations captées par les enquêteurs. Mohamed Amra dirige en temps réel et en images des guet-apens à l'encontre de trafiquants rivaux pour leur voler leur cargaison. Alors je cite, dis-leur de mettre les mains en l'air, fouiller toute la baraque, fouille, mets la vidéo. Et puis après il dit, dis-leur d'arrêter de crier, prends le rebeu, prenez-le, barrez-vous, vous m'entendez, prenez ce fils de pute, la mode. Et voilà, et donc avec des vidéos, donc il dirigeait ça depuis la prison. Je ne sais pas ce que ça... Mathieu Bachelon. Alors on savait qu'il y avait des trafics, des choses comme ça, mais là, d'imaginer qu'un type est en train de commanditer des enlèvements, des assassinats, des trafics de drogue depuis sa prison, c'est quand même hallucinant. Moi, ce qui me marque à chaque fois, c'est le décalage entre le discours politique avec une grande fermeté, et puis des grandes phrases, la République est attaquée, mais un peu la République à toutes les sauces. Et la réalité du terrain et la réalité de la prison. Enfin, là, ceci, c'est sur la prison, mais ça peut être même élargi à pas mal de thématiques. Où d'un côté, on a encore ce mythe d'un État fort et puis d'une prison rédemptrice. Ce que disait Alexis tout à l'heure. Il faut arrêter avec ce mythe de prison rédemptrice et vraiment prendre en compte le fait que c'est, du moins l'école du crime, du moins on le voit, un endroit où toutes les radicalisations sont possibles. Oui, religieuses. Là, on est au-delà de la radicalisation. On parle d'autre chose. On est au-delà de la radicalisation. On est sur... C'est un chef mafieux, tout simplement. On avait la même chose en Sicile, où les chefs mafieux décidaient d'un certain nombre d'opérations depuis la prison, dans l'enceinte de leur cellule. Non, mais ce qui est surprenant, c'est que, par contre, compte tenu des caractéristiques quand même d'une dangerosité absolue, me semble-t-il, enfin en tout cas extrême, c'est que le fourgon pénitentiaire n'est pas été escorté, en l'occurrence. Donc, ce qui c'eût été tout à fait logique, compte tenu, encore une fois, du pédigré et des agissements de l'individu. Mais la question, je repense à un papier de Sophie de Menton, c'est qui est responsable? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de responsable. C'est qui est responsable de ça? Le responsable dans une prison, c'est le directeur de la prison, en règle générale. Mais l'escorte, c'est le préfet. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quelqu'un a pris une décision de maintenir un niveau de protection, je dirais, standard, pour un détenu qui ne l'était pas, et l'article que vous citez le prouve bien. Ce détenu n'était pas un détenu comme les autres, et personne ne l'ignorait. Non, mais ça veut dire peut-être autre chose, excusez-moi, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup peut-être comme ça. Et qu'on n'a pas la capacité, je veux dire, vraisemblablement, de les surveiller comme il se doit. Ce qu'ont dit les syndicats de la pénitentiaire, en disant qu'il n'y avait pas les moyens et qu'il fallait arrêter avec ces transferts de détenus pour des audiences qui pouvaient être faites par... et j'en parlais à un grand flic qui me disait, mais pourquoi est-ce que les magistrats ne se déplacent pas, ça coûterait beaucoup moins cher. Il y aurait moins de danger. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? Alors ça, c'est une grande question. Il faut leur poser la question aux magistrats. Pourquoi ils ne se déplacent pas? Il n'y a pas qu'en prison qu'ils ne se déplacent pas. Ils se déplacent
rarement les premiers. Pourtant, c'est prévu par notre code de procédure civile et pénale, ça s'appelle les audiences foraines, c'est un joli mot. Ça veut simplement dire que la Cour se déplace. C'est prévu, c'est possible, c'est légal, il n'y a pas besoin de faire une réforme législative, il faut simplement peut-être une réforme culturelle. Un magistrat n'est pas habilité à uniquement juger dans les lieux de son palais de justice. Un dernier point pour répondre, et peut-être à Sophie de Menton sur qui est responsable, et peut-être aussi les politiques publiques et les hommes et femmes politiques qui ont décidé il y a quelques années que les escortes, pour des raisons budgétaires, ne devaient plus être systématiquement, comme c'était le cas, être gérées par des policiers et des gendarmes, mais aussi par l'administration pénitentiaire. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, les syndicats de l'administration pénitentiaire s'étaient élevés et avaient protesté sur le fait qu'ils étaient désormais en charge des fameuses extractions. C'était quand ça ? C'était il y a eu. Je crois que on en a parlé l'autre jour. Je crois que c'est en 2009. C'est le moment où c'était la fameuse revue générale des politiques publiques. On voulait faire des économies, on le paye parfois de la vie de fonctionnaires. Pour rebondir rapidement sur ce qu'a dit Nicolas, c'est vrai que sans faire du magistrat bashing, moi ça m'a fait doucement rigoler de voir les hommages rendus sur les marches des palais de justice par les magistrats qui n'avaient pas manqué de mettre leur tenue avec leur décoration bien apparente au moment où des pauvres gars de la pénitentiaire qui généralement sont considérés comme du menu fretin se sont fait trouver la peau. Nicolas a raison, il y a une question qui doit se poser d'un point de vue culturel aussi du magistrat qui peut se déplacer, qui ne doit pas rester forcément dans sa forteresse qu'est son tribunal. Et il y a ça, et la question de la responsabilité qui est quand même un point saillant. C'est-à-dire que on a l'impression sur pas mal d'affaires, et notamment celle-ci, que la responsabilité est floue, on ne sait pas qui, et quand bien même on aurait la preuve d'une responsabilité, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que quelqu'un va rendre des comptes pour cette action ? Il y a quand même des types qui sont restés sur le carreau. J'ajoute un point, parce que c'est important ce que vous disiez sur la responsabilité des uns et des autres. Sur les magistrats, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, ne cesse de dire que les magistrats ne vont pas suffisamment en prison, ne serait-ce que pour se rendre compte, bien entendu, des conditions de détention qui sont déplorables, mais aussi de ce qui s'y passe, de la vie qui mène parfois de manière très standard, très confortable un certain nombre de caïds. Bref, ces magistrats qui ont la responsabilité, et ils le font, d'envoyer des gens en prison, devraient aussi aller s'intéresser au fonctionnement de la prison et à la manière dont, effectivement, parfois on arrive à ce genre de situation. Donc oui, il y a un moment où chacun doit prendre ses responsabilités. Oui. On va continuer avec notre tour de table. Nicolas, vous aviez un coup de cœur. Oui, alors j'ai Giorgia Meloni. Oui, j'ai un coup de cœur. C'est un coup de cœur ironique pour Giorgia Meloni. Je trouve ça très intéressant de regarder l'Italie au regard d'ailleurs de ce que nous prévoyons les uns les autres pour les années qui viennent. Parce que je dis pas que comparaison est raison, mais c'est toujours intéressant de regarder comment l'extrême droite pratique le pouvoir. Il se trouve que le gouvernement italien s'est réveillé mercredi matin avec au journal officiel une grande réforme fiscale qui réforme la procédure du contrôle fiscal et qui venait réhabiliter un vieux système qui avait lieu avant du temps de la lutte contre la mafia, qui est un système qui permet d'aller éplucher vos dépenses courantes pour vérifier que votre train de vie n'est pas différent des revenus que vous déclarez. Vieux système. Publication au journal officiel, on réinstaure ce système. Que dit Giorgia Meloni ? C'est très intrusif, je ne suis pas favorable. Son ministre des Finances, qui est le ministre qui a présenté ce système au Parlement, qui l'a fait voter et qui l'a fait publier, dit « Ah mais moi j'y suis très favorable, Matteo Salvini dit que c'est une horreur. » Bref, c'est très intéressant. C'est comme si Bruno Le Maire faisait publier une loi au journal officiel et qu'Emmanuel Macron ou Gabriel Attal disaient le même jour, mais enfin moi j'y suis pas du tout favorable, c'est pas mon truc. Donc très intéressant sur la forme de voir quand même l'incompétence totale et l'incapacité de gouverner normalement de cette bande de bras cassés que constitue l'extrême droite en Italie, qui est une extrême droite un peu comme en France, extrêmement divisée, qui est d'accord à peu près sur rien. Simplement, et sur le fond, c'est très intéressant, l'argument de Giorgia Meloni qui considère qu'il ne faut pas embêter les Italiens avec la fraude fiscale. La fraude fiscale en Italie, c'est à peu près comme en France, c'est entre 80 milliards et 100 milliards d'euros par an. Je rappelle que la première décision de Giorgia Meloni, ça a été de supprimer le RSA sous couvert qu'il y avait de la fraude sociale. Et bien là aussi, les Italiens et peut-être les Français devraient voir quel est l'effet et qui sont les perdants et les gagnants de la gestion par l'extrême droite de leurs affaires publiques. Un mot ? Oui, et puis juste, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et de voir qu'en fait, l'extrême droite qui a toujours tendance à se présenter comme les chevaliers blancs, vous vous souvenez la formule du Front National de Jean-Marie Le Pen des années 90, tête haute et main propre.
En réalité, lorsqu'on creuse et lorsqu'on les voit aux affaires, c'est généralement assez différent. Ouais. Oui, sauf qu'en Italie, Madame Meloni serait vraisemblablement réélue. Ouais. C'est une probabilité aujourd'hui à ce stade. Il faut être quand même, il faut voir la réalité en face. Et l'Italie est moi je mets pas la même. Enfin, si vous voulez. Il y a des nuances dans ce qu'on appelle l'extrême droite, et encore faudrait-il s'entendre sur ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que, si vous voulez, en Italie, il y a une culture politique qui est très différente de la nôtre. Il faut quand même, je veux dire, avoir ça en tête, c'est que les alliances multiples et variées de la scène politique italienne nous donnent parfois, je veux dire, des conjonctures politiques tout à fait particulières. Je rappelle que c'est pas la première fois que l'extrême droite est au pouvoir en Italie, si on laisse bien évidemment de côté la période fasciste. C'est que il y a eu une alliance entre monsieur Berlusconi et monsieur Fini, qui était l'héritier du MSI avec l'Alliance nationale dès les années 90. Il y a eu une alliance absolument improbable en Italie il y a maintenant moins d'une dizaine d'années entre monsieur Salvini et le mouvement 5 étoiles. C'est-à-dire qu'encore une fois, la vie politique italienne, alors elle est intéressante parce que c'est très souvent un laboratoire par rapport à ce que nous pouvons connaître par la suite, mais elle est vraiment, je vais dire, sur le plan de la culture politique, sur la culture des alliances, très différente de la nôtre. On n'est pas tout à fait dans le même registre. On se retrouve dans un instant. On va parler de la mosquée de Paris. On va parler d'Anne Hidalgo et des peines à jouir. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Alors on continue, coup de cœur, coup de gueule. Alexis, allez-y. Moi c'est, je sais pas, c'est peut-être un coup de cœur pour la maire de Paris qui parle des JO en termes fleuris. On peut l'écouter peut-être. On va l'écouter, on va écouter Anne Hidalgo. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. Voilà. Je suis rassuré parce qu'il y a la tradition de l'accent de Piaf, d'Arletty est maintenue par contre. Certains disaient qu'elle serait attablée au bar d'un PMU, ça pourrait être pareil parce qu'elle a l'attitude du truc. Au-delà de la forme. Et c'est pas misogyne que de dire ça. Non, ou c'est pas surjoué du tout sur le côté, vous nous emmerdez. C'est ce qui m'énerve avec ces jeux, c'est l'injonction à s'amuser. Vous n'avez pas le droit de dire que les JO c'est emmerdant, notamment pour le transport public dans Paris, mais aussi pour les finances. Pour les finances. Et là, en gros, c'est, écoutez, la joie, la liesse publique, elle est obligatoire, comme le QR code d'ailleurs. Et si vous êtes contre, alors vous êtes un salopard, un peine à jouir, un machin. Trouvez toutes les insultes que vous avez dans la poche pour dire que vous n'avez pas le droit de critiquer les Jeux Olympiques parce que c'est formidable, bordel. Voilà. À un moment, non. On peut dire que c'est très beau, les Jeux Olympiques, très, très bien de célébrer les valeurs du sport. Alors, ce serait mieux si on le faisait sans des sponsors qui font la promotion de la malbouffe, par exemple. Mais il y a un vrai problème derrière sur cette injonction de dire il faut aimer les Jeux Olympiques, on n'a pas le choix. On peut dire aussi qu'on en a rien à foutre de ce machin qui va emmerder la vie des Parisiens pendant des semaines. Des mois, ça commence maintenant, c'est vrai, avec des ponts qui sont déjà fermés, les risques sécuritaires, etc. Et de dire, écoutez, très bien, ça vous amuse vous, d'accord, mais alors laissez ceux qui ne veulent pas s'amuser, ne pas s'amuser ou s'amuser autrement. Il y a plein d'autres façons. Moi, ce qui va m'amuser, c'est le 23 juin, date qui a été choisie pour la baignade officielle dans la Seine de la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec Laurent Nunez. Et le président de la République. Et peut-être le président de la République, je sais pas. Ils vont sans doute trouver des excuses. Moi, le plus malin, ça a été Dupond-Moretti qui a dit, moi, je ne me baigne pas dans de l'eau à moins de 25 degrés. Voilà. Pour les autres, ils sont obligés. Alors, voir Laurent Nunez en slip de bain, ça va être déjà assez chouette. Anne Hidalgo, peut-être, elle choisira la combinaison en néoprène, aux couleurs de ratatouille. Je sais pas, mais en tout cas, merde, quoi. On a le droit de dire que les jeux nous emmerdent. Puisqu'on va parler comme Anne Hidalgo. Alors vous êtes... Moi je suis pas d'accord avec Alexis Poulain parce que j'ai envie de m'intéresser à ces jeux et moi j'aimerais bien m'amuser et célébrer et fêter les JO. Mais qui sont les peines à jouir dans cette histoire? C'est pas Alexis Poulain. Et ce sont ceux qui nous ont dit qu'il fallait pas rester en région Île-de-France. Ceux qui nous ont vendu des places à 300 € pour aller voir des huitièmes de finale. Ceux qui font exploser le prix du ticket. Ceux qui ont demandé aux étudiants de laisser leur studio pendant l'été pour accueillir
dire, des athlètes. Ceux qui nous disent que, attention à la sécurité, ça va être très renforcé. Ceux qui nous disent qu'on ne pourra pas aller dans certains quartiers de Paris sans le fameux QR code qui est devenu quand même la médaille d'or française, puisqu'on l'a inventé quand même. C'est nous qui avons inventé le QR code pendant le Covid. Et je pense qu'on peut être fier de cette grande invention française. Les Chinois, peut-être, non? Non, mais sur non, l'attestation, c'est français. L'attestation, monsieur, c'est français. L'hyper-bureaucratisation, on est très fort. Moi, j'avais envie de m'amuser pendant ces Jeux Olympiques. Je pense que c'était effectivement une belle opportunité de faire. Moi, j'avais trouvé ça formidable, l'idée de Jeux Olympiques dans la ville. C'était un très beau concept. Mais où sont moi, j'avais pas compris que dans la ville, ça voulait dire dans la ville, mais sans les habitants et sans les Parisiens. Donc moi, j'avais envie de m'amuser et je considère qu'effectivement, les peines à jouir sont pas nécessairement ceux qu'on imagine et que ce sont ceux quand même qui nous ont organisé des jeux en nous disant finalement circuler, non pas il y a rien à voir, mais enfin vous pourrez rien voir. Non, mais c'est-à-dire que la population francilienne et plus particulièrement la population française, la population parisienne est la variable d'ajustement du défaut manifestement d'organisation de ces Jeux Olympiques. Et ça pose problème en effet. Oui. Mais attendez, parce que très bien organiser des Jeux Olympiques. On pourrait faire une émission sur les JO parce que de manière plus sobre peut-être aussi. Il y a aussi la douloureuse sociale. Quand on voit chaque profession qui monte au créneau avec les syndicats en disant attends, il y a les JO, moi je veux une prime, comme les policiers, comme les éboueurs, comme les machins, c'est juste incroyable. Et là encore, c'est Bernard Thibault qui en parlait dans le Parisien en début de semaine en disant depuis 2017 on préparait ces jeux, on aurait pu déjà en parler avant, c'est seulement l'an dernier qu'un ministre s'est réveillé pour dire qu'est-ce qu'on fait pour les primes, etc. Donc préparation à tous les étages. Et puis juste, j'ai vu sur les réseaux, il y a toujours des billets disponibles si vous voulez assister à la cérémonie d'ouverture. 9600 €. Pardon ? 9600 €, je vous assure. Si vous voulez être au pont de l'Alma, c'est 9600. Alors peut-être que vous avez droit à une coupe de champagne, mais 9600 €, je vais être comme Madame Hidalgo, de la gueule de qui se moque-t-on, se fout-on? Mais on va pas parler de jeux populaires à ce tarif-là. La déclaration d'Anne Hidalgo, c'est un peu un aveu de faiblesse quand même, parce que on sent bien que ce côté autoritaire avec vous nous emmerdez et tout, c'est exactement ce que disait Nicolas. On a dit aux gens pendant des mois, restez pas là, les étudiants, on les dégage, les SDF, vaudrait mieux qu'ils soient pas là dans le décor. On se rend compte que, à juste titre, il y a quelques réticences et un peu, il n'y a pas un enthousiasme débordant. Et là, on dit quand même, mais il faut que ces jeux soient une réussite. Avec cette injonction à l'amusement, moi, ça me fait penser à Philippe Muret et l'Homo Festivus et la société de et la mairie de Paris qui est quand même assez dans cette tradition-là. Et on a l'obligation maintenant, soyez heureux quand même. Vous avez intérêt à tous ensemble. Alors que moi aussi, j'étais partagé parce que je me disais des JO à Paris, ça peut être intéressant au cœur de la ville. On peut avoir une superbe cérémonie, on peut être fier de ce qui va être fait. Sauf qu'en réalité, on se rend compte que les prix sont exorbitants, qu'on peut pas circuler et qu'on va être au mieux. On va rester chez nous avec un télétravail et des QR codes et au pire on va nous dire de partir pour se mettre au vert. Alors donc les places qui restent, vous avez la opening ceremony, donc là vous pouvez être à l'Alma pour 9500 €. Et le 7500 €, une place en tribune et l'accès au salon de Tokyo et cocktail dînatoire. 7500 €. Alors c'est vrai que les places les moins chères ont dû partir en premier, mais sinon il y a des bateaux mouches, ça marche. C'est des entreprises ou des institutions. Je pense que c'est impossible. Vous n'aurez pas les. C'est du sponsoring à ce niveau-là. Mais c'est vrai que regardez la vidéo d'Anne Hidalgo, elle est assez étonnante de rage, mais là encore une fois. C'est pas les paroles d'un maire. C'est pas de la rage, c'est de la désinvolture, je trouve, par rapport à ceux qui, en effet, considèrent que ces jeux posent problème dans leur organisation. Dans l'organisation et financièrement. Et qu'elle le veuille ou non. Mais alors, elle n'est pas la seule responsable, parce qu'on parle de la mairie de Paris. Enfin, attendez, les Jeux Olympiques, il n'y a pas que la mairie de Paris, même si elle joue un rôle important. Il y a la région aussi. Je rappelle que l'augmentation quand même du ticket de métro, c'est entre autres dû à la région. Il y a l'État, enfin il y a plusieurs acteurs et en fait ils tiennent à peu près tous le même discours quand même globalement. Et vous qui êtes une spécialiste des médias, Valérie, je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, j'ai l'impression que ces jeux, ils ont été conçus pour faire de très très belles images. Quand on voit les sites qui sont en train d'être installés, on va avoir des images magnifiques de Paris, à mon avis une promotion de la ville sublime. Bon, après, la seule chose, effectivement, comme le dit Mathieu Bachelon, vaut mieux pas être là, quoi. Voilà. Donc, ne nous demandez pas, ne nous intimez pas d'être là et de nous amuser. Qui sont en réalité surtout des cartes postales envoyées à l'international. C'est ça. Avec des compétitions qui se font sans la population locale. Donc, l'argument d'Anne Paris Hidalgo. n'avait pas besoin des Jeux Olympiques pour faire sa promotion. On aurait pu balayer par terre, on aurait pu mettre des jolies plantes au pied des arbres, on aurait pu enlever les palissades. Même on n'est pas des figurants.
La nouvelle mode, c'est d'enlever aussi les barrières des parcs pour mettre des grillages aussi. C'est bon, allez, truc. On est gna ce matin. On est complètement très gna. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Beaucoup de commentaires autour de vos coups de cœur et de vos coups de gueule aujourd'hui. On pourra néanmoins quand même parler du débat Attal-Bardella ce soir. Que faut-il en attendre? Mais avant, Arnaud Benedetti, vous avez un coup de gueule, je pense qu'on peut le dire. Oui, clairement, c'est les déclarations du recteur de la Grande Mosquée de Paris qui, d'un côté, appelle à faire barrage à l'extrême droite et qui, dans la même journée d'ailleurs, tweet et reçoit Madame Rima Hassan, pardon, candidate sur la liste LFI, qui quand même a les plus grandes difficultés à condamner le Hamas et à considérer qu'il s'agit d'une organisation terroriste. Moi, je me méfie toujours lorsque des organisations ou des autorités religieuses interviennent dans un processus électoral, non pas qu'elles aient, je veux dire, qu'il ne soit pas illégitime qu'elles interviennent dans le débat public, mais dans un processus électoral, moi, il me semble que c'est pas leur place, en l'occurrence. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense que c'est une déclaration qui ne fait que renforcer l'idée qu'il y aurait un vote communautaire, ce qui, à mon sens, est plutôt, je veux dire, négatif, parce que ça donne une perception d'une communauté musulmane qui serait soudainement homogène dans son expression électorale, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors ça dépend évidemment des coins. Troisième point, c'est une ingérence étrangère, parce que clairement, il faut quand même rappeler que la Grande Mosquée de Paris est financée pour un tiers par l'Algérie, que le pouvoir algérien intervient directement dans la nomination du recteur de la Grande Mosquée. Donc, je pense que ce n'est pas sa place, en tout cas, d'intervenir. Et surtout, là, on voit bien qu'il y a une concordance, si vous voulez, entre d'un côté un appel au vote contre ce qu'il appelle l'extrême droite, c'est-à-dire pour clairement le Rassemblement national et Éric Zemmour, voire peut-être M. Bellamy, je n'en sais rien, en l'occurrence. Et puis le fait de recevoir la candidate LFI, qui est une des candidates quand même sur la liste LFI, qui est certainement les plus controversées. Donc c'est comme si finalement, d'une certaine manière et de façon subliminale, il appelait finalement la communauté musulmane à voter pour LFI. C'est pas, donc voilà, c'est comme ça que ça peut être interprété. Donc je suis assez surpris, voire un peu choqué par cette déclaration. Oui, et cette concordance beaucoup de la communication. Beaucoup de réactions et aucune réaction non plus sur ces images absolument atroces qui ont été diffusées ce matin de jeunes femmes israéliennes otages face à des soldats du Hamas qui disent on va vous mettre enceinte. C'est absolument ignoble et là peu de réactions. Mais c'est vrai que mais il y a 2 jours le recteur de la mosquée de Paris avait également appelé à aller voter le 9. Il avait commencé comme ça et puis à voter aussi aux élections algériennes. C'est, je sais pas, une réaction, Nicolas Corato. Toutes les religions perdent à chaque fois qu'elles s'immiscent ou qu'elles s'ingèrent dans le débat public et politique. Elles n'ont rien à faire dans ce schéma-là. Que le recteur reçoive des personnalités du monde musulman ou du monde politique, très bien, mais il y a des périodes dans lesquelles manifestement c'est plus que symbolique, et donc effectivement ça manifeste une forme d'ingérence dans le débat électoral, avec effectivement cette forme de condescendance qui serait de croire que les musulmans, comme d'autres, les catholiques, pourraient voter comme un seul homme pour tel ou tel parti. Toutes les études démontrent le contraire. Il n'y a pas de vote catholique en France, malgré les fantasmes, tout comme il n'y a pas de vote musulmans, en tout cas, et qui n'a jamais été documenté. Donc vraiment, ces personnalités politiques ont une responsabilité qui est parfois une responsabilité aussi de discrétion, je reprends un mot peut-être de Monsieur Chevènement, en tout cas dans l'espace public, politique et laïque français, les religions n'ont pas à s'immiscer dans les processus électoraux. Non, c'est ça, voilà. Ils peuvent intervenir dans le débat public, ce qui est tout à fait normal. Après tout, sur les grandes questions sociétales, moi, je ne vois pas de difficulté à ce qu'ils interviennent pour rappeler, en tout cas, tout simplement, quelle est leur position. Mais dans un processus électoral à 3 semaines d'un scrutin, je trouve ça quand même, pour le moins, je veux dire, assez explicite quant à la position du recteur. Oui, le recteur qui a reçu d'ailleurs les auteurs du livre « La France, tu l'aimes mais tu la quittes », qui a reçu énormément de promotion. Il a fallu que Fergan Aziari lise le livre pour raconter ce qui était à l'intérieur et la façon dont ce livre avait été fait, avec des militants de l'ex-CCIF qui ont utilisé les réseaux du CCIF pour faire la promotion de ce livre
qui est tout à fait malhonnête. Alors, pour revenir au recteur, Mathieu Bachelon. La mosquée de Paris de manière plus large, c'est pas la première fois que la mosquée de Paris fait de la politique. Hein. Je voudrais revenir un peu en arrière et se souvenir que avant les attentats de Charlie Hebdo a subi de nombreux procès, et notamment un procès pour une de ses unes. Et la mosquée de Paris était à l'attaque à l'époque, avec Monsieur Francis Piner d'ailleurs, comme qui était l'avocat de la mosquée de Paris, et Richard Malka de l'autre côté. Donc la mosquée de Paris fait de la politique. Oui. Elle le fait de temps à autre. Et là, pour le coup, cette rencontre moi, je suis d'accord, ça ne me choque pas qu'un responsable religieux reçoive des responsables politiques pour dialoguer, pour échanger. Là, le timing est quand même. Là, ce qui est différent, c'est que c'est pas c'est le timing et la communication qui en est faite, puisque je rappelle que c'est un tweet du recteur avec cette belle photo bien mise en scène et le mot qui l'accompagne. Donc clairement. Ce n'est pas du hasard, et il y a une instrumentalisation de ce rendez-vous. Juste deuxième chose, je finis. Ce qui est assez savoureux, et je le rappelle ici à chaque fois, c'est de voir que la France insoumise, qui a eu et qui a toujours plus ou moins en fait comme leader Jean-Luc Mélenchon, qui pendant des années a été, et on peut pas lui enlever, d'une intransigeance totale avec l'immixtion du fait religieux, qui était le représentant d'une laïcité très troisième République, a complètement laissé tous ses anciens principes au vestiaire, et maintenant lui et ses amis se vautrent dans un communautarisme et un clientélisme des plus effrénés. Oui. Juste, ce n'est pas seulement un tweet du recteur, c'est un tweet de la mosquée. C'est la grande mosquée. C'est la grande mosquée. C'est la grande mosquée. Qui pose encore un autre problème, parce que là c'est l'institution. C'est une institution. C'est la grande mosquée. Je suis d'accord sur la discrétion des leaders religieux dans le processus électoral. Et puis Rima Hassan, je veux dire, c'est pas c'est une candidate de la France insoumise, bien sûr, et je trouve qu'il y a effectivement une erreur à penser que le vote communautaire peut changer la donne ou existe. Alors c'est un pari, oui, évidemment, clairement, mais c'est le pari de Bolloré aussi, d'une certaine façon. Enfin, on peut dire, en disant, et je crois que la France n'est pas ça. Il y a la laïcité qui est maltraitée, malmenée au quotidien, mais qui fait qu'on a quand même une façon d'organiser le débat public très différente d'autres pays, y compris européens, où la religion a davantage pignon sur rue. En tout cas, ça fait beaucoup réagir ce tweet de la Grande Mosquée. Je pense que c'est pas forcément ça va pas lui rendre service, quoi. Bah non, je pense que c'est très contre-productif, dans mon sens. Enfin bon. On va marquer une petite pause et puis on va passer tout de suite au débat Bardella-Attal. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, ce soir, débat Attal-Bardella. Alors, un débat qui a failli ne pas avoir lieu en raison de la grève à France Télévisions, enfin, dans tout le groupe d'audiovisuel public. Et l'audiovisuel public a décidé de recourir à des moyens privés pour assurer ce débat. On en parlait tout à l'heure dans l'émission Média. Ça commence bien. Oui, ça commence bien. On n'est pas à l'abri, ce qu'on disait avec Gilles Gansman ce matin, peut-être de happening, ou ça passe par la régie finale, hein, donc il peut y avoir des choses au dernier moment. Alors je pense qu'il y aura pour l'Eurovision. Mais il y aura peut-être un petit délai, vraisemblablement de 5 minutes ou 5-10 minutes pour prévenir. Dans les conditions du direct, mais oui, c'est ça. Je pense, je n'ai pas d'informations sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat Attal-Bardella? Il y a le dessin très très bon ce matin de Rançon, toujours dans le Parisien, qui dit avant c'était, attendez, je retrouve le dessin où il disait avant il fallait supplier pour pas que la droite participe, et maintenant c'est en gros c'est l'inverse, quoi. C'est on les supplie attendez, je vais le retrouver. Autrefois on refusait de débattre avec l'extrême droite, maintenant on doit les supplier pour qu'ils acceptent. C'est un peu ça quand même, non? Il y a déjà eu des débats entre des leaders de la majorité au gouvernement et l'extrême droite. On se souvient de d'autres duos qui ont fait légende. Là, j'ai envie de dire, Gabriel Attal, il a été nommé à Matignon pour faire ce débat. Oui, c'est vrai. Il ne pouvait pas ne pas avoir lieu. La seule raison de la nomination de Gabriel Attal à Matignon, c'est ce qui va se passer ce soir.
cette confrontation. Parce qu'il va se passer le 9 juin. Pardon, oui. Ouais. Le 9 juin, mais c'est ce soir aussi. Enfin, ce débat, c'est la raison de la nomination de Gabriel Attal. C'est risqué quand même. Ah, mais c'est très risqué. C'est un jeu d'apprenti sorcier phénoménal. Jamais on a fait la courte échelle de manière aussi évidente à l'extrême droite pour de mauvaises raisons politiciennes. Il y a déjà eu de très mauvaises raisons politiciennes d'instrumentalisation de l'extrême droite en France. On est dans une forme de tradition, mais là, les choses s'accélèrent. Surtout, elles s'accélèrent avec quand même un gouvernement qui est à la peine et un camp républicain, parce que je continue à parler de camp républicain, qui n'est plus nécessairement majoritaire dans le pays. C'est-à-dire que la responsabilité du Premier ministre et du Président qui sont à la manœuvre sur l'organisation de ce débat, elle est quand même essentielle. Oui, juste, Raphaël Glucksmann était invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin. Pour lui, c'est un déni de démocratie, ce débat. C'est la droite face à l'extrême droite et le service public qui organise ce match. Eh ben, moi, je voulais faire mon coup de gueule là-dessus à un moment. Et en fait, en plus, ce qui est énervant, c'est la façon dont c'est vendu. On a l'impression que c'est un match de MMA. Oui. Voilà, il y a le choc avec d'un côté Bardella, d'un côté Attal, avec tout le storytelling insupportable qu'il y a sur ils ont quasiment le même âge, ils sont de la même génération, on nous survend ce match-là, avec ce que disait Nicolas est très juste aussi, ce pas de deux insupportable depuis 2017, où on nous vend année après année le match toujours entre la majorité, donc appelez-le comme vous voulez, enfin la République en marche puis Renaissance et le Rassemblement national. Moi, j'ai regardé dans un style totalement différent le débat que vos confrères d'LCI ont fait avant-hier, et j'ai trouvé ce débat beaucoup plus intéressant parce qu'il y avait 8 candidats, donc il y avait des candidats qu'on ne voyait pas souvent, comme Marie Toussaint ou comme Léon Desfontaines. Ça allait vraiment sur le fond. Alors, certes, ces élections européennes, on va pas se mentir, puisque votre question c'est est-ce que le débat va changer. C'est très rare qu'un débat change les intentions de vote, et celui-là ne changera pas grand-chose non plus. Mais au moins, ce débat avait le mérite de mettre en avant les têtes de liste. C'est quand même la moindre des choses d'avoir. À la limite, on aurait eu un débat entre Jordan Bardella et Valérie Hayé. Là, il y aurait eu une cohérence. Il a eu lieu. C'est ça. Il y a une plus grande cohérence. Mais la question, c'est pourquoi Gabriel Attal ? Voilà. Parce qu'il est le chef de la majorité. Et qu'il est le chef du gouvernement. Et qu'il a dans son ADN la communication. Donc, je veux dire, à partir de là, ça traduit quand même l'extrême faiblesse de la tête de liste de la majorité, puisqu'on considère qu'aujourd'hui, du côté de l'Élysée, que cette tête de liste n'arrive pas à faire le job, puisque les intentions de vote montent un écart qui est grandissant, d'ailleurs, entre la liste du Rassemblement national et sa propre liste, et qu'elle risque même d'être peut-être dépassée par M. Glucksmann. Donc, ça traduit finalement une majorité qui est en panique à 3 semaines du scrutin du 9 juin. Alors là où moi je pense que, si vous voulez, c'est vrai que c'est très artificiel sur le plan de la communication, je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez, ce qui se passe depuis 2017 n'est pas artificiel. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez 2 gros blocs politiques qui correspondent à une couverture sociologique qui, malgré tout, s'est imposée dans le débat politique. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il suffit de regarder les études sociologiques de dynamique électorale. Le Rassemblement national couvre un spectre qui est quand même très large socialement, des classes populaires, d'une partie des classes moyennes, et que le spectre politique d'Emmanuel Macron, ça correspond aussi à une sociologie. Et la politique, c'est aussi de la sociologie. Les autres offres politiques, les autres concurrents politiques n'ont pas réussi à capter d'une certaine manière ces parts, dire, de la société pour être suffisamment forte et imposer d'autres débats que ceux auxquels on est contraint d'assister. Alexis Poulain. Moi, il y a à la fois l'histoire du FN devenu RN et puis l'histoire médiatique aussi de ce parti d'un Jean-Marie Le Pen qui était interdit d'antenne, où c'était un événement la première fois qu'il est invité à la télévision. Rappelez-vous. Il n'a pas été interdit longtemps. Non, mais quasiment. Enfin, c'est Mitterrand qui permet l'accès. Bien sûr. Faut le rappeler. C'est pour ça. On va parler d'instrumentalisation. Mais parlons d'un autre grand débat télévisuel qui avait été mis en scène, qui avait d'ailleurs valu son poste à Paul Amar. C'était Tapie contre Le Pen. Rappelez-vous, où il sort les Grand Box. Là, vous voyez le niveau. On passe de Tapie à Le Pen à Tal Bardella. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Juste une question importante. Mais par contre, Tapie n'était pas Premier ministre. Non, il n'était pas Premier ministre, mais c'était déjà une mise en scène en disant voilà,
débat. Et ce que je disais, c'était mon édito ce matin sur ce débat et sur les européennes en général. L'adage en politique veut dire que à choisir son opposant, en fait, on nomme son successeur, quasiment. Là, c'est clairement un aveu d'échec de la Macronie, de dire que aujourd'hui, les opposants numéro 1, ceux qui nous inquiètent et ceux qui sont loin devant dans les sondages, c'est le Rassemblement national. Le Rassemblement national qui est en train, en plus de dire qu'il ne siégera pas avec l'AfD, enfin qui est en train d'aller encore plus loin dans la normalisation pour dire nous ne sommes plus l'extrême droite. C'est à peu près ça le message qui va être entendu. Et ce soir, celui qui a tout à perdre, c'est Gabriel Attal, évidemment, qui va dire. Et ce débat a déjà eu lieu. Attal Bardella en 2022. L'un n'était pas Premier ministre, l'autre était déjà bien placé sur les listes RN. Mais voilà. Le PS et le LR ont saisi l'Arcom pour dénoncer le manque de pluralisme. Mais bien sûr. Et ce qui est terrible, c'est de se dire que c'est le service public qui organise ça. Mais c'est la responsabilité, encore une fois, c'est qui a cette idée, qui organise ça. Cette idée, c'est l'Élysée. Oui, voilà. Cette idée, elle vient de l'Élysée. C'est une commande. Puisque Emmanuel Macron était prêt à débattre avec Marine Le Pen, je le rappelle aussi. On a vu aussi hier qu'il y a des affiches de campagne qui sont en train d'être publiées, qui montrent Valérie Hayé avec Emmanuel Macron. C'est l'affiche officielle. C'est l'affiche officielle. Et c'est ce que vous recevrez en propagande électorale. En 2019, je rappelle, il était seul sur l'affiche Macron. Il n'y avait même pas Madame Loiseau. Donc il a progressé de ce point de vue-là, dans le partage de l'image. Il y a un côté, vous faisiez référence au match de boxe, il y a un côté, on veut voir du sang, Est-ce que ce débat va être regardé pour les bonnes raisons? Mais est-ce que ce débat sert à quelque chose? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il sert à quelque chose? Peut-être que ce débat, alors je ne sais pas si c'est l'apogée ou si c'est le pire du pire de l'imprécation ou de la prise en otage par les techniques de communication du débat public. Je pense alors c'est pas nouveau, mais on arrive vraiment à une sorte de ras-le-bol d'ailleurs qui est comprise par les Français. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui tout est transparent. On voit bien qu'est-ce qu'on va apprendre, en quoi le débat de ce soir va pouvoir orienter un quelconque choix d'un quelconque électeur. C'est pas le sujet. Et c'est même plus un débat politique. Non, on a envie de regarder deux jeunes gens brillants pour voir quel est celui qui a pris les meilleurs cours de média training, qui le monte le moins. On a envie de savoir quel est le meilleur sur TikTok. De quoi on va parler? On fait le débat. On va parler d'autorité. Donc pendant 2 heures, ils vont parler d'autorité à leur manière, avec leurs nuances, pour paraître les plus crédibles l'un et l'autre. Voilà, ça c'est le fond. Moi je vous le fais. Ça c'est le fond. Sur la forme, c'est ce qu'on attend. On attend de voir ces gens, la manière dont ils se regardent, la manière dont ils sont habillés, la manière dont ils se positionnent. Franchement, c'est ça le débat public aujourd'hui. Il faut voir le débat Bardella avec Valérie Hayé, la tête de liste Renaissance, où Jordan Bardella avait sciemment réutilisé les éléments de langage d'Emmanuel Macron lors du débat avec Le Pen. C'est impressionnant. J'ai vu ça. Impressionnant. Et donc c'est vraiment la marque en fait du fait que ces débats ne sont que du spectacle, que de la com. Il n'y a pas de fond, il n'y a plus de fond en fait. Et d'ailleurs, c'est pas seulement les débats politiques, mais la politique en général, qui est devenue totalement prisonnière de la com politique. Et pour rebondir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure, effectivement, Gabriel Attal a été placé là pour ça. Et d'ailleurs, on dit toujours, Gabriel Attal, c'est un excellent communicant. On a dit ça. On verra, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'utilité de ce débat et sur. D'ailleurs, on peut s'interroger sur le fait qu'Emmanuel Macron ait nommé Monsieur Attal Premier ministre au mois de janvier. Enfin, à mon avis, c'est une erreur. Il aurait dû largement attendre avant de changer de Premier ministre. Enfin là, c'est un autre sujet. Après le 9 juin. Attendre après le 9 juin. Ce que vous avez dit en préambule, c'est-à-dire qu'il a été nommé pour ça, pour cette campagne. Et il ne faut pas sous-estimer le Rassemblement national. Le piège dans lequel est en train de tomber la majorité présidentielle, c'est la petite musique, la grosse musique, la grosse fanfare de Marine Le Pen et de Jordan Bardella sur le référendum anti-Macron et sur l'exigence d'une dissolution ou d'une motion de censure passé le résultat du 9 juin. Monsieur le Premier ministre qui va ce soir affronter le tête de liste Rassemblement national, d'une certaine manière, il signe pour ça. Bien sûr. Enfin, dans la tradition de la Ve République. Je ne sais pas ce qu'il en reste de la tradition de la Ve République, entre nous. Mais moi qui ne suis qu'un citoyen parmi d'autres,
j'ai été quand même éduqué sur le fait qu'effectivement, quand on engage sa responsabilité politique, on en tire les conséquences. Et donc, il faudra bien une conséquence politique pour ce Premier ministre qui aura débattu avec le tête de liste Rassemblement National si celui-ci fait plus de 30%. Je vous conseille de lire le livre d'Anne Toulouse, L'art de Trumper, ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde. C'est-à-dire que la façon de faire de Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas... avant Trump. Oui, mais Berlusconi, par exemple, en Italie, justement, on parlait d'Italie, pareil aussi... Même Sarkozy, d'une certaine manière, avait quand même, je veux dire, il avait transgressé un certain nombre de codes de l'expression politique et même de la pratique politique. Bon, sauf que Trump, il est allé peut-être de la manière la plus incandescente dans cette trajectoire-là. Un auditeur me dit, de toute façon, ces deux personnes n'ont jamais travaillé de leur vie. Qu'est-ce qu'ils connaissent vraiment de la société ? Je suis assez d'accord avec ça. J'en parlais avec le maire d'une commune qui me disait, en fait, et surtout sur le RN, qui revendique travail, famille, patrie, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quelle expérience, quelle épaisseur humaine vous avez à 28 et 35 ans. Quand vous êtes deux apparatchiks. Quand vous êtes... Et d'ailleurs, Jordan Bardella, à 19 ans, il touchait déjà 1 400 € des emplois fictifs du RN au Parlement européen pour un mi-temps. Hein, voilà. Est-ce que c'est pas ça le stade ultime de la normalisation ? Eux aussi deviennent des apparatchiks ? Oui. Comme il y en a eu dans tous les autres partis. Oui, mais enfin, ce que voient les Français, ce que ressentent les Français d'un débat entre entre deux jeunes hommes. Je veux dire, l'honnêteté nous oblige à dire quand même que la vie politique a toujours, je veux dire, produit des professionnels de la politique. Certains ont, même par le passé, je veux dire, on avait finalement qu'une carrière politique. Sarkozy avait été quand même avocat. Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc ça a toujours existé. Mais c'est vrai que là, il y a eu un coup de rajeunissement avec l'élection de Macron en 2017. C'est-à-dire que l'élection de Macron, de ce jeune homme qui avait même pas 40 ans, qui était le plus jeune président de la République que la France ait pu avoir, a fait pousser des ailes à toute une génération qui croit que finalement tout est possible aujourd'hui. Alors, moi je nuancerai parce que je pense que on peut être jeune et avoir peu d'expérience et avoir des choses à dire et à apporter dans le débat public. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Moi, ce qui me marque quand même, et c'est pas une boutade, c'est que qui vote en France ? Les vieux. Le corps électoral est un corps vieillissant en France. Et c'est très étrange et très intéressant sociologiquement de voir finalement une population vieillissante qui vote pour des responsables politiques de plus en plus jeunes. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il y a peut-être derrière ça un peu plus qu'une question d'offre et de choix politiques. Il y a peut-être aussi le désir de faire passer des politiques de plus en plus conservatrices par le support d'hommes de plus en plus jeunes, ce qui donnerait l'illusion que finalement nous ne serions pas aussi réactionnaires que nous entendons l'être. Le contraste il y a quelque chose de psychanalytique derrière. Macron se fait élire en 2017 sur une ligne qui se veut progressiste. Après, il a évolué en exerçant le pouvoir. Mais je suis assez d'accord sur à la fois le jeunisme qui est partout dans la société, le fait de dire qu'effectivement il y a un truc psy, et puis le contraste avec les États-Unis. Vous avez Trump et Biden quand même. Donc là, on est vraiment sur autre chose. Et puis, il y a un peu le renouvellement, la mise en scène du renouvellement des générations politiques à marche forcée, en disant voilà, maintenant ce sera eux. Comme je disais, voilà, Tapi Le Pen. Maintenant, vous avez Attal Bardella, avec des questions aussi au sein des partis sur la gouvernance. Regardez Jean-Luc Mélenchon qui est censé partir en disant faites mieux et qui est omniprésent à la France insoumise. Marine Le Pen qui regarde Jordan Bardella avec inquiétude. C'est partout la même chose. Voilà. Oui, je suis assez d'accord sur le côté de la modernité de façade, c'est-à-dire que certes ils sont jeunes, mais les politiques qu'ils veulent mettre en avant sont pas forcément. Il y a un côté très giscardien dedans. Il y a un côté très giscardien de cette modernité qui est uniquement sur la jeunesse affichée et sur l'image, et pour le coup quand on regarde les idées et la politique qui est proposée, pas forcément sauf que la moyenne d'âge d'abord la moyenne d'âge des ministres giscardiens durant les 7 ans était quand même beaucoup plus élevée, beaucoup plus âgés, et quand même c'était des gens qui avaient traversé d'autres périodes historiques, beaucoup quand même, c'était des gens qui parfois avaient fait la guerre, étaient issus certains de la résistance, y compris chez les giscardiens, donc qui avaient quand même, je veux dire, une épaisseur d'expérience humaine qui était peut-être un peu plus importante que celle des nouveaux produits politiques. Vous regarderez ce soir ou pas le débat ? Oui. Non. Si vous nous le demandez, on regardera. Oui, non. Mais vraiment, il faut que ce soit le devoir du soir. Oui, je vais le regarder. Oui, je pense. Je pense que je vais commencer puis. Moi, généralement, je regarde les extraits, 2-3 trucs, voilà. Mais merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.